Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'architecture des moteurs. Les moteurs en ligne, les moteurs en V, en W peut-être. 4, 6, 8, 12 cylindres, qu'est-ce que ça change? Voilà, c'est de ça dont on me parle aujourd'hui. Alors, il y a deux aspects différents, hein. Il y a la régularité des allumages qu'il va falloir prendre en compte, et puis l'équilibrage du moteur. Donc, on en parlera à la fin. C'est un sujet un peu complexe, hein, aussi bien l'un que l'autre. On va essayer d'éclairer un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'architecture de moteur? On a les moteurs en ligne, les plus connus. Hein, donc, le 4 cylindres en ligne, voilà, on verra ses avantages. Il y a des 6 cylindres en ligne. Bon, autrefois, on a eu des 8 cylindres en ligne. Voilà. On a les moteurs en V. Donc, où on voit que les bancs de cylindres sont disposés, forment un V. Voilà. On a un cylindre ici, un cylindre là, et donc on a un V avec l'angle du V là ici qui peut changer. Voilà. On peut mettre à peu près tous les angles qu'on veut. On verra comment les constructeurs choisissent. On a ensuite les moteurs à plat ou boxer. Alors il y a une petite nuance entre en plat et boxer, c'est la position des bielles sur le vilebrequin, hein, si les deux sont en haut ou pas. Bon, très bien, peu importe. Et puis le moteur W. Alors le moteur W, c'est une architecture un peu particulière, hein. C'est Volkswagen qui fait ça avec son moteur VR6. Donc c'est un moteur en V mais très resserré à 15 degrés, hein. Donc en fait c'est un V quasiment à plat. Et quand on a la colle 2, eh bien on a un moteur en W, puisque vous voyez les pistons là, hop, ça peut dessiner un W. Ok, donc ça c'est les différentes architectures que l'on va trouver. Alors, la première chose à laquelle on s'intéresse, c'est la régularité des allumages. Regardons un 4 cylindres en ligne, le plus courant. Alors le moteur est construit comme ça, on a deux pistons qui sont en haut, pendant que deux pistons sont en bas. Alors ça permet quoi? Eh bien, si on regarde le cycle sur tous les cylindres, hein, sur le cylindre 1, on a admission, compression, combustion, détente, échappement, et etc. Pareil. Donc les deux cylindres du bout qui seront en haut, on commence l'admission là à 0 degré, et sur le cylindre 4, on est en phase de combustion détente. Voilà. Les deux qui seront en bas, il y en a un qui commencera la compression, hein, en remontant, et l'autre qui commencera l'échappement. Voilà. Alors, si on fait admission-compression, on a ici l'étincelle, hein, combustion détente, et on va retrouver avec ça l'ordre d'allumage, puisqu'on allume sur le cylindre 1, puis 180 degrés après sur le cylindre 3, puis 180 degrés après sur le cylindre 4, puis 180 degrés après sur le cylindre 2. 1, 3, 4, 2, c'est l'ordre d'allumage classique pour les moteurs 4 cylindres en ligne. Voilà. Donc, l'avantage du moteur 4 cylindres en ligne, c'est que tous les 180 degrés, on a un allumage, d'accord? Donc tous les demi-tours, boum, j'ai une explosion, c'est parfait. Alors on verra que d'autres moteurs, hein, c'est encore mieux que ça. Alors, pour connaître la régularité d'allumage, on divise la durée du cycle, 720 degrés, hein, je vous rappelle qu'un cycle, ça dure 2 tours, donc un tour c'est 360 degrés, 2 tours c'est 720 degrés, par le nombre de cylindres. Sur un 3 cylindres, on aura donc 720 degrés divisé par 3, un allumage tous les 240 degrés. Sur un 4 cylindres, un allumage tous les 180 degrés. Sur les 6 cylindres, un allumage tous les 120 degrés. Sur un 8 cylindres, un allumage tous les 90 degrés. Alors évidemment, plus j'ai d'allumage par cycle, hein, et plus mon moteur tourne rond, on va dire. On a donc des allumages qui se succèdent, par exemple sur un 8 cylindres, tous les 90 degrés. Donc c'est 2 fois mieux qu'un 4 cylindres. Hein. On va avoir, alors d'abord, ça va lisser le couple. On aura besoin de volants moteurs beaucoup plus petits, en masse, hein, puisqu'on aura une régularité du couple qui sera plus faite par le volant moteur. Et donc un moteur qui va être plus rond à l'oreille. Donc les explosions sont réparties de façon égale.
Alors, j'ai marqué mais c'est pas obligatoire parce que en fait, sur certains moteurs, notamment en compétition moto, en Grand Prix, là, ils ont des moteurs Big Bang où ils font des explosions en même temps pour avoir un couple très fort à un moment donné et puis un peu moins après. Pour un moteur en V, on devrait appliquer la même règle pour avoir l'angle de V optimal, celui qui donnera une régularité d'allumage. Alors sur un moteur en V, effectivement, ce qu'on veut, c'est que quand le piston d'un côté du V arrive en haut, eh bien il faut que l'autre arrive en haut, X degrés après, c'est-à-dire l'angle du V après en fait. Donc si on calcule ça, sur un V4, eh bien il faudrait que l'angle du V soit de 180 degrés. Autrement dit, on aurait un moteur à plat. Et là, on aurait une régularité d'allumage. Sur un V6, il faudrait 120 degrés. Alors j'ai marqué, c'est très rare, hein, les V6 à 120 degrés, mais on en rencontre quelques-uns, là, le dernier Ferrari, McLaren aussi, un des derniers, là, c'est du 120 degrés. Le plus souvent, le V sur un V6, il est à 60 degrés ou à 90 degrés. Et on va en reparler de ça. Sur un V8, 90 degrés, et sur un V12, l'angle du V devrait être de 60 degrés. Alors, par exemple, si on prend le fameux V6 PRV, Peugeot, Renault, Volvo, il aurait, alors, un V6, on dit que c'est un angle, qu'il faut un angle de 120 degrés. Il aurait dû avoir, ou alors ça marche assez bien en 60 degrés, hein, mais le PRV, lui, il avait un angle de 90 degrés. Alors pourquoi? Ben parce que, effectivement, à l'époque, les trois constructeurs là devaient faire un V8 et un V6, donc avec la même chaîne d'assemblage, enfin pas d'assemblage mais de construction, et donc ils avaient décidé de faire qu'une seule fonderie, soit en 6 soit en 8 cylindres. Bon voilà. Alors la presse française leur est tombée dessus parce que vous allez voir qu'il y a des problèmes d'allumage avec ça, mais en fait la SM avec le V6 Maserati, il était 90 aussi, il y avait les mêmes problèmes, mais on n'en parlait pas, quoi. Voilà, bon, très bien. Donc, si je veux, je peux faire un V6 à 60 ou à 90 degrés, mais si je veux une régularité d'allumage, alors il faut que je fabrique un vilebrequin en conséquence, qui amènera le cylindre 2 au point moro, X degrés après le cylindre 1. Alors, c'est par exemple ça, là. Je fais un vilebrequin avec 6 manetons différents, je mets une bielle sur chacun, et là, je peux décaler mon maneton de l'un à l'autre comme je veux. Voilà, alors ça, c'est ce qu'il faudrait faire pour un V6 à 60 ou à 90 degrés. C'est pas ce qu'on fait, parce que si on fait ça, on se retrouve avec un vilebrequin qui est aussi long que un vilebrequin de 6 cylindres en ligne, par exemple. Et donc, on perd tout l'avantage du V, en fait. Donc ça a été très peu fait. Mais on verra que l'idée de décaler les manetons entre eux, elle est restée quand même. Donc en général, on va mettre 2 bielles par maneton, c'est-à-dire que cette bielle-là, elle sera attachée ici. Alors évidemment, hein, sur le même maneton, on avait des irrégularités d'allumage. Pourquoi des moteurs 6 cylindres ou plus? Alors ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. On considère que sur un cylindre, le maximum de cylindrée, c'est 500 cm3. Voilà. Disons que ça, c'est la norme supérieure et c'est bien. On peut monter jusqu'à 600. Bon, voilà. Bon, les monocylindres de moto sont montés jusqu'à 850 pour un seul cylindre. Bon, voilà. Au-delà de 600 cm3, on va dire, le diamètre du piston est très gros ou la course très longue. Alors, si la course est très longue, on ne peut pas prendre beaucoup de tours. Et puis, si le diamètre du piston est très gros, alors on n'a pas une très bonne combustion parce que la vitesse de combustion est toujours la même et donc il faut aller plus loin. Bon, voilà, c'est pas terrible. On peut faire des moteurs très très gros, hein, mais du coup, ce ne sera pas la meilleure efficacité. Donc, si on veut la meilleure efficacité, on ne dépasse pas 500 voire 600 cm3 par cylindre. Donc, si on se cale 600 cm3, pour un 4 cylindres, au maximum, on va être sur du 2 litres 4, 2 litres 5. Hein. Pour un 8 cylindres, du 4 litres 8, un 6 cylindres, 3 litres 6, etc. Voilà, bon. Quand je fais un 12 cylindres de 7 litres 2 de cylindrée, si je le fais en ligne, eh bien, c'est un moteur qui est très long. Il faut donc un capot très long, un empattement de voiture très long. C'est des moteurs qui sont lourds, etc. Pareil pour un 6 cylindres en ligne, hein, vous regardez une BM, le 6 cylindres en ligne, ben ça fait des capots longs, ça fait de la masse sur l'essieu avant, etc. Bon.
Donc l'idée s'est imposée assez souvent de faire du moteur en V, donc de mettre plusieurs cylindres pour augmenter la cylindrée, mais de les disposer en V. Alors évidemment, quand vous faites un moteur en V, ben, vous raccourcissez le moteur, donc vous avez plus de liberté. Vous pouvez le mettre éventuellement transversalement dans la voiture, au lieu qu'il soit en long, transversalement. Donc ça rentre, alors qu'un 6 en ligne, ça rentre pas. Voilà. Donc sur un moteur en V, l'importance de l'angle du V. À 90 degrés, hein, on va avoir un bloc qui sera moins haut, donc plus facile à loger sous un capot. Avec plus de place dans le V, on pourrait y mettre tout le système d'admission là. Alors voilà, on a de la place. Il nous reste encore de la place pour les échappements. Tout va bien. Le V à 60 degrés, eh bien, il va être plus haut que le 90. Hein. On aura plus de place pour l'échappement, mais on aura moins de place à l'intérieur. Donc si on veut faire des conduits un peu droits, on va être haut, etc. avec un système un peu haut. Et puis le 120 degrés, celui qu'il faudrait en fait. Donc là on est moins haut, hein, on abaisse le centre de gravité, c'est plutôt bénéfique, etc. On a beaucoup de place dans le V. En revanche, pour passer l'échappement, ça devient compliqué. On se retrouve presque avec des moteurs à plat, bon, et donc on est obligé de les surélever pour passer l'échappement. Donc voilà, les constructeurs en fait, ils sont coincés là-dedans. Il faudrait un 120 degrés, mais ça dégage pas beaucoup de place dessous, donc on est obligé de le surélever, c'est pas terrible, on perd les avantages. Un 60 degrés, c'est finalement un compromis. Le 90 degrés, c'est bien, on a plein de place là, mais on a des irrégularités. Bon, voilà. La première chose en conception d'un V6, c'est ça, c'est choisir l'angle du V. Et puis, ben, on le voit, les constructeurs choisissent pas tous la même chose. Alors, pour soigner la régularité des allumages, eh bien, on a inventé les manetons décalés. Alors, sûrement que dans les années 70, hein, la fonderie des Villebrequin ne permettait pas de faire ça. Et puis, finalement, maintenant, ils ont tous ça. Alors, si on regarde un peu, voilà, on va avoir deux bielles attachées sur le même palier, là, mais sauf que, regardez, les paliers, là, ils sont pas sur le même plan. Ils sont décalés. Donc, si on a un angle de V à 90, eh bien, ils vont être décalés de 30 degrés. Voilà, et on peut voir la même chose sur l'autre. Exactement, voilà, on va mettre deux bielles là, sur le même palier, mais ils sont décalés. Donc ça, c'est le Mercedes V6 SLK, et ça, c'est l'Audi V6 TDI. Donc c'est la solution qui avait été faite sur le PRV, sur les derniers PRV, hein, puisque sinon on avait un allumage à 90 degrés, 150 degrés, 90 degrés, 150 degrés. Donc en maneton décalé, on réglait ça et on mettait tout le monde à 120 degrés. Voilà. Donc peu importe l'angle du V, on décale les pistons pour avoir un allumage régulier. C'est la solution qui est trouvée maintenant qu'on sait faire de la fonderie efficace, parce que évidemment vous comprenez bien que là, hein, on a moins de diamètre que quand on avait le maneton complet. Très bien. On passe maintenant à l'autre problème qui est l'équilibrage des masses en mouvement. Alors ça, c'est un problème conséquent. On va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe. Mais en gros, vous avez une masse qui tourne là, mais qu'on a décalé. C'est-à-dire que sur un Villebrequin, si c'est un arbre qui tourne, il est homogène, les forces s'annulent, celles qui partent vers le haut, vers le bas, ok. Là, c'est pas le cas puisqu'on a un bras de manivelle qui est excentré. Donc, chaque fois, ça va faire des forces qui vont tirer le Villebrequin. Alors, pour équilibrer ça, on met de l'autre côté un contrepoids de la même masse que ça. Voilà. Et puis, on obtient ça, c'est-à-dire que quand mon maneton là tire vers ici avec sa masse, eh bien le contrepoids tire de l'autre côté, et donc notre palier, lui, il est soumis à deux efforts qui s'annulent puisqu'ils sont directement opposés, et tout va bien pour lui. Donc dans un moteur, je fais tourner un Villebrequin avec un maneton comme masse excentrée. Pour l'équilibrer, je rajoute une masse à l'opposé. Mais comme une partie de la bielle se décentre aussi, hein, puisque là j'ai évidemment mon Villebrequin, mais j'ai une partie de la bielle qui se décentre à chaque fois, il faut rajouter 2/3 de la masse de la bielle. Alors ça c'est ce qui est admis, hein, mais bon, vous comprenez bien que c'est pas tout à fait ça, donc ce sera difficile d'équilibrer un moteur parfaitement.
La force, c'est donc la masse de la manivelle plus des 2/3 de la bielle, fois oméga carré, la vitesse au carré, fois R, le rayon de manivelle. Voilà. Et ça donnera la force ici. Donc si je connais la force ici, je suis capable de mettre un contrepoids à une certaine distance qui me donnera la même force que de l'autre côté. Et ça, ce sera l'équilibrage du vilebrequin. Alors vous comprenez bien que équilibrer un vilebrequin a posteriori, on n'a jamais la masse de la bielle en fait. Hein. Donc si je fais un équilibrage sorti avec mon vilebrequin sorti, je vais équilibrer que le menton, mais pas les 2/3 de masse de bielle. Je ne pourrai pas. Donc c'est équilibré, pas équilibré. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est une question qui n'est pas facile à résoudre. Bien, mais là on a équilibré que les forces de rotation. Il faut équilibrer les forces d'inertie des parties alternatives. Le piston est 1/3 de la bielle. Mais parce que le piston, lui, il se déplace de haut en bas, mais il n'empêche que il accélère très fort. Quand il arrive en haut, il va donner de l'inertie. Son inertie, c'est F égale M gamma, sa masse, fois l'accélération qu'il avait. Alors un piston, hein, au cours dans le cylindre, il ne fait qu'accélérer et ralentir. Accélérer et ralentir, ça veut dire que l'accélération n'est jamais constante. Hein. L'accélération est très forte au début, puisqu'on passe de 0 à quelque chose, puis elle se stabilise, puis elle devient très forte en décélération, etc. Donc les forces d'inertie, elles peuvent être très importantes. Alors évidemment, quand j'allège mes bielles, mes pistons, c'est bénéfique, hein, mais il n'empêche que. Alors, les forces d'inertie, ça va être la masse, donc la masse, on l'a dit, du piston et d'1/3 de la bielle, fois le rayon, fois oméga carré, fois cosinus alpha, donc alors ça c'est les forces de premier ordre et de deuxième ordre, pour ceux qui ont déjà entendu parler, plus lambda cosinus 2 alpha. Alors lambda c'est le rapport longueur de bielle sur longueur de manivelle. Alors il y a des forces de troisième ordre, quatrième ordre, etc. Mais ceux-là, elles sont très faibles, donc en général, on s'en occupe pas. Voilà. Mais il faut équilibrer au moins les forces des deux premiers ordres. Voilà. Et la constatation, c'est qu'on ne pourra pas tout équilibrer avec des masses. Hein. Ce ne sera pas possible. Donc voilà. Certains moteurs seront équilibrés naturellement parce que les forces se compensent d'un cylindre sur l'autre. C'est notamment le 6 cylindres en ligne. Un 6 cylindres en ligne, il faut le voir comme 2-3 cylindres en fait. Et quand vous avez un piston en haut, il y en a forcément un en bas. Voilà. Et donc, celui-là, il est équilibré naturellement. D'autres auront besoin d'arbres d'équilibrage. Alors les arbres d'équilibrage, on peut en mettre un, on peut en mettre deux, on peut les mettre en bas, on peut en mettre un en bas, un à mi-hauteur du bloc, etc. Ça dépend de ce qu'on veut équilibrer. Voilà. Mais finalement, est-ce qu'il faut équilibrer? Est-ce que c'est très important ou pas? Eh bien, une fois le plus gros déséquilibre corrigé, les autres forces génèrent des vibrations mais ne sont pas destructrices. Par exemple, sur mon vilebrequin, là, si je ne mets pas de contrepoids, alors évidemment, chaque fois que ma bielle part vers le bas, ben mon palier, là, il prend des forces, et puis quand ça part vers le haut, le palier, il prend des forces, c'est jamais compensé, donc là, ça peut être destructeur comme force. Mais une fois que j'ai équilibré le plus gros des forces d'inertie et en rotation, le reste, c'est des vibrations dans le moteur. Hein, et notamment, par exemple, les moteurs 3 cylindres, ils sont connus pour vibrer beaucoup. Alors, autrefois, c'était un problème, mais aujourd'hui, on sait traiter ça avec des cylindres blocs, notamment des cylindres blocs hydrauliques, où il y aura une partie en huile, avec des clapets dedans pour freiner les mouvements, etc. Donc, l'important, même si le moteur vibre, en fait, l'important, c'est que ces vibrations ne remontent pas jusqu'au conducteur dans la caisse. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on sait faire sans trop de problèmes. Alors la dernière partie, c'est tiré d'un bouquin et ça fait une comparaison entre tous les moteurs. Alors on a disposition des cylindres, force libre du premier ordre, force libre du deuxième ordre, moment libre du premier et du deuxième ordre et intervalle d'allumage. Alors les moments libres c'est quoi? C'est par rapport à l'axe de deux cylindres, quand j'ai une explosion, eh bien j'ai une force fois une distance, donc ça fait un moment. Voilà, bon, on peut s'amuser à calculer ça. Hein. Très bien.
Ce qui est important de regarder, c'est en fait, est-ce que mon moteur est bien équilibré, pas bien équilibré. Donc sur un 3 cylindres, je peux équilibrer les forces de premier et deuxième ordre sans problème. Et j'ai un intervalle d'allumage de 240 degrés. Sur un 4 cylindres, je peux équilibrer les forces du premier ordre. Celles du deuxième ordre, ben non, ce ne sera pas possible. Je ne pourrai pas tout équilibrer, sauf à mettre un arbre d'équilibrage. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a vu apparaître sur des 4 cylindres ça, mais avant ça n'existait pas. Le moteur vibrait un peu. Ordre d'allumage 180 degrés. Sur les 4 cylindres à plat, eh bien on voit que c'est des moteurs qui sont quasi parfaitement équilibrés. Hein, ceux-là. Donc les moteurs Boxer, c'est parfait. Les V4 à 60 degrés, alors là, ben, c'est très difficile à équilibrer. D'ailleurs, on n'en voit plus. Hein, ça a existé chez Ford et je ne sais plus qui. Voilà, donc ça n'a pas duré longtemps. Un 5 cylindres, ben, on arrive à équilibrer ça sur les forces les plus importantes. Et puis, à peu près bien sur les moments. Bon, voilà. Et on a des allumages à 144 degrés. Bon, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne très bien, notamment chez Volvo. Et puis si maintenant on passe au 6 cylindres, alors le 6 en ligne, ben vous voyez c'est le moteur le plus équilibré qu'on puisse faire, puisque là on a absolument aucun... une fois qu'on a équilibré avec des masses notre vilebrequin, on n'a plus aucune vibration sur ces moteurs, en ordre d'allumage, un intervalle de 120 degrés. Le V à 90 à 3 manivelles, donc le fameux PRV par exemple, hein, on est assez bien équilibré sur les forces de premier et deuxième ordre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un allumage à 150 puis 90, puis 150 puis 90. Donc ça après, on a su faire des vilebrequins avec des tourillons décalés et donc on avait un ordre d'allumage équilibré. Les 6 à plat, parfaitement équilibrés, donc ça c'est les Boxer Porsche. Hein. Le V à 60 degrés par rapport au V à 90, ben vous voyez qu'en équilibrage, on est sans doute un peu mieux, on a moins de moments, hein, parce qu'on n'a pas un coef au carré là. Donc c'est un peu mieux équilibré, mais c'est pas parfait. Un 8 cylindres, on est presque parfaitement équilibré en V. Et puis un 12 cylindres en V, alors là, on est parfaitement équilibré avec des ordres d'allumage à 60 degrés, donc une régularité excellente. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'est le V12, c'est le mieux. Non, alors voilà, si on fait le bilan, un V12, c'est parfaitement équilibré. Un 6 à plat, c'est parfaitement équilibré. Un 6 en ligne aussi. Voilà. Pour le reste, il faut trouver des subterfuges pour ou équilibrer ou filtrer les vibrations. Voilà. Bon voilà, cette vidéo est terminée, le sujet était un peu ardu, mais j'espère qu'il vous a éclairé. Voilà, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, et à la prochaine fois.